Voici un aperçu de notre soirée décryptage des médias avec Bala Fofana, journaliste à Libération, sur le thème sport et politique. Donc bonsoir tout le monde, je m'appelle Bala Fofana et on est dans notre atelier mensuel de revue de presse média où on discute entre nous. Donc ce qui est hyper important, c'est que vous puissiez participer et qu'on discute et qu'on analyse médiatiquement des phénomènes émergents ou récurrents. Et là aujourd'hui on va s'intéresser au foot et à la politique. Et en gros l'idée c'est de voir comment des joueurs de foot qui sont des gros leaders d'opinion font des décisions politiques mineures ou majeures en se servant de l'exposition qu'ils ont, dans un contexte où vous l'avez vu, les bureaux de vote sont vides. Donc du coup, on se pose la question où sont les nouveaux lieux de pouvoir, et peut-être que les terrains de foot en font partie. Et on va analyser ça un peu en partant des discriminations, des engagements politiques, etc. Et l'idée, comme toujours, c'est qu'on discute entre nous autour d'un sujet. Donc du coup, la première vidéo, déjà, je vais déjà la mettre. Je pense que vous l'avez déjà vue, c'est Cristiano Ronaldo et Coca-Cola. Et après, comme d'hab, on discute, on échange, et vous me donnez vos impressions et je vous donne les miennes. Du coup, qui peut me commenter déjà un peu la vidéo et qui a suivi l'actualité Cristiano Ronaldo, Coca-Cola? Moi j'ai suivi l'actualité Ronaldo Coca-Cola et en fait Ronaldo a voulu donner le bon exemple, je pense, aux jeunes, de montrer que boire de l'eau c'est meilleur pour la santé que de boire du coca. Et je pense pas que c'était volontaire de sa part de faire chuter Coca-Cola en bourse, vu qu'on voit dans la vidéo qu'il a déjà fait une pub pour Coca-Cola. Et après pour Paul Pogba, je pense qu'il a su ce qui s'est passé et qu'il a voulu aussi donner en quelque sorte l'exemple pour les jeunes, d'enlever le Henken. Mais voilà quoi, je pense pas que lui aussi c'est fait pour faire chuter la marque ou pour faire chuter. C'est juste qu'ils ont utilisé leur influence. Bon, Ronaldo, je pense pas qu'il a voulu utiliser son influence contre Coca-Cola, mais plus pour donner un exemple aux jeunes. Et Pogba a voulu le suivre dans sa démarche. Et je pense que c'est une bonne idée dans le sens où les jeunes, il y en a qui sont fans de Cristiano Ronaldo en mourir, ça veut dire qu'ils vont boire de l'eau maintenant. Ça c'est sûr et certain. Et par contre, pour le Coca-Cola, c'est pas cool, parce qu'ils perdent des sous. Quelqu'un a vu le montant de l'argent qu'ils ont perdu? 3,3 milliards. 3,3 milliards ou millions? 3,5 milliards. Moi, je pense que, moi, j'ai vu sur internet que, Cristiano Ronaldo, il a pas fait exprès. C'est juste que, comme il boit pas de coca, il a préféré boire de l'eau, en fait. Il a juste posé et mis ça de côté. Moi, je pense surtout que Paul Pogba, je pense qu'il savait pas que c'était sans alcool et que c'était plus par rapport à ses convictions religieuses qu'il a enlevé la bouteille. Et d'un autre côté, Cristiano Ronaldo, il a aussi fait beaucoup parler de Coca-Cola. D'un autre côté, Cristiano Ronaldo qui tient la bouteille, qui cite le nom de la marque, ça a fait parler et voilà. Alors, maintenant, du coup, à votre avis, pour Coca-Cola, c'est une publicité positive ou négative? Justement, par rapport à ça, moi j'allais réagir. Alors, vu que j'ai suivi l'actualité de ça, et j'ai même été un peu plus loin, c'est qu'en fait j'ai vu un économiste suisse parler de ça. En fin de compte, Coca-Cola n'a pas perdu 3,5 milliards. Parce qu'en fin de compte, au moment où ça s'est passé, Coca-Cola a versé des dividendes à leurs actionnaires. Et en fin de compte, c'est pour ça que le cours de la bourse de Coca-Cola a chuté autant. Par rapport aux gestes de Griezmann et les sujets qui sont abordés, l'image de Huawei, l'image de la Chine, Griezmann courageux ou pas courageux? Moi, je pense que c'est courageux parce que déjà, il s'attaque à sa poche directement parce que c'est un partenariat qui lui rapporte des sous. C'est un partenariat qui lui ramène de l'argent et je pense pas que c'est des petits sous qu'il prend avec des gros sous. Et le fait qu'il renonce financièrement déjà, pour quelqu'un qui est habitué à gagner beaucoup, c'est dur. Parce que les gens ils savent pas, les gens ils vont se dire peut-être que ouais mais il gagne assez déjà. Alors que quand tu gagnes beaucoup, tu es habitué à gagner plus. Du coup, t'attaquer à ta poche pour montrer la bonne cause, pour moi ça peut être que valorisant. Après on revient, il y en a d'autres qui font d'autres gestes pour des causes,
Et je trouve que c'est pas assez. Et le fait de vraiment vouloir aller au bout de cette chose-là, c'est-à-dire couper court avec l'argent, couper court avec un partenariat, bah, ça montre que c'est vraiment fait de bon cœur. Parce que voilà, il y en a beaucoup. Par rapport à cette histoire, j'ai déjà entendu plusieurs personnes dire ouais, mais il joue au Barça, ouais, mais il est en équipe de France, c'est que de l'argent en plus, il s'en fout. Genre, c'est pour se donner une image. Alors, comme j'ai dit, quand tu es habitué à gagner beaucoup, tu veux toujours plus, de toute façon, c'est comme ça. Et le fait de renoncer à sa poche et renoncer à son argent pour montrer quelque chose, faire un signe, moi je trouve que c'est courageux et c'est honorable. Est-ce qu'il y a d'autres avis? Et on voit encore une fois que la marque, elle prend elle parle pas, elle s'exprime pas pour pas avoir à s'expliquer ou à donner des raisons sur les sources. Et voilà. Il faut savoir que les réseaux sociaux ont une mémoire assez courte. Ça veut dire qu'il y a eu il a été un peu chahuté pendant un moment, il s'est excusé. Ok. Ouais, faut être précis. Et donc du coup, les gens sont passés à autre chose et puis la séquence c'est fini. Si on analyse en communication avec une espèce de happy end où Griezmann va manger un tchèb chez Mama Pogba. Ok. Dont on a eu tous les ingrédients listés précisément. Mais du coup, effectivement, Griezmann est bien entouré et conseillé, et il y a des boîtes aussi qui s'occupent de son image. On sait que sa sœur s'occupe beaucoup de son image aussi. Mais voilà, ce sont des choses qui aujourd'hui sont importantes pour des athlètes de haut niveau, qui font que ce sont plus des personnes neutres et qui peuvent être alpaguées et à qui on peut demander de réagir sur l'actualité et sur les décisions économiques, politiques qu'ils prennent. Oui. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ils ont plus le choix d'être, de prendre des décisions politiques ou, comme Griezmann l'a fait, de laisser la marque. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu peux pas, les gens maintenant aujourd'hui, ils attendent que tu choisisses un camp et que tu sois contre les génocides, tu sois contre le sexisme, tu sois contre la misogynie, etc. Donc si tu te mets neutre, je pense que c'est même pas que tu perds des fans et que tu perds en image, c'est que tu as la cancel culture là, qui est très toxique, où t'as des, des gens qui vont vouloir te cancel. Ouais, voilà, et toute la journée sur Twitter, à chaque heure, il y a des gens qui t'insultent, qui souhaitent ta mort, etc., etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas être un athlète de haut niveau ou en politique ou même un influenceur quelconque et ne rien dire sur tout ce qui se passe en ce moment, en fait. Intéressant. Je vais poser une question. Ouais. Est-ce que Griezmann ne peut pas dire, comme d'autres personnes qui sont sponsorisées par Huawei, en fait, qu'on n'a pas entendu, d'ailleurs. Est-ce qu'il ne peut pas éteindre ses réseaux sociaux 48 heures, réfléchir et se dire, bon, mon salaire du Barça, il est intéressant, Huawei, c'est mis à côté, j'attends 72 heures, il y aura une nouvelle polémique, il y aura un nouveau trending topic sur Twitter, et continuer. Justement, moi je voulais réagir sur ça, et je pense que s'il l'avait fait, on n'en aurait jamais parlé. Parce que tu l'as souligné, après je ne connais pas les autres athlètes qui sont sponsorisés par Huawei, mais je pense qu'il y en a qui le font et qui passent entre les mailles du filet, entre guillemets, parce que du coup ils font juste leur sponsoring, ils n'en parlent pas, tu vois. Et par contre là, on en a parlé beaucoup, parce que justement, comme on a vu dans la vidéo, c'est que c'était un athlète qui refuse un contrat au sponsor, et généralement c'est l'inverse. Donc le fait que ce soit lui qui prenne la décision, c'est ça qui a fait beaucoup parler. Mais du coup, comme tu disais, je pense que s'il l'aurait fait, il n'aurait pas communiqué forcément dessus. Il aurait laissé Huawei faire leur com avec son image, etc. Je pense qu'on n'en aurait pas trop parlé. Et donc, pour rebondir dessus, vu que j'en ai pas parlé, moi je trouve que c'est un courageux de sa part. Il n'était pas obligé. Il n'est pas musulman. Il n'est pas chinois. Enfin, en gros, concrètement, on pourrait se dire que ça ne l'impacte pas ou ça ne le touche pas directement. Et donc, du coup, je pense, mais c'est comme je rejoins Issam, on ne le connaît pas vraiment. Et on peut se poser la question de peut-être qu'il est vraiment managé par une équipe
et il prend aucune décision. Mais c'est possible que ce soit lui qui ait pris cette décision, et si c'est lui qui l'a prise, en tout cas, je pense qu'elle est à souligner et qu'elle est... Voilà. Parce que ça c'est important parce qu'en fait, on peut avoir... en fait, il y a eu du bruit autour de Huawei parce que Griezmann dit « je romps mon contrat ». Il y a eu des articles de presse autour de Huawei parce que Griezmann rompt son contrat. Pas parce que Griezmann est alpagué sur les réseaux sociaux en lui disant quelle est ta position par rapport à Huawei. C'est-à-dire qu'un article qui dit des internautes alpaguent Antoine Griezmann par rapport à Huawei, sa rotation en vue, elle va durer quelques heures. D'accord ? Et le journal TV de France 24 ne fera pas un plateau dessus. Ce qui fait plateau, ce qui fait événement, c'est Antoine Griezmann qui prend parole. D'accord ? Et c'est ça qui fait que l'information quitte les réseaux sociaux et rentre dans le domaine public. Parce que les réseaux sociaux, c'est quand même un endroit circonscrit à un tranche d'âge relativement jeune par rapport à la population, dans son entièreté, et tout le monde n'y est pas connecté. Et les réseaux sociaux ont besoin des médias pour avoir une influence plus grande. Et donc, à mon avis, si Griezmann avait fait le mort, pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures, il n'y aurait pas eu autant d'espace médiatique accordé à Griezmann et Huawei. Donc son geste fait que ça dépasse la portée des réseaux sociaux et que on va dire la pression des réseaux sociaux n'est pas si grande que ce qu'on peut imaginer. Et d'autres marques n'auraient pas arrêté de travailler avec Griezmann parce que il est financé par Huawei. Il aurait pu se contenter de, bien sûr, le sort des Ouïghours. Il y aurait pu y avoir quelqu'un qui communique à sa place, qui dit bien sûr le sort des Ouïghours m'inquiète, c'est interpellant, et j'estime que en étant à l'intérieur de Huawei, en parlant avec eux, je vais avoir une discussion avec eux. Il aurait pu continuer à dire ça pour toucher son argent. C'est pas ce qu'il a fait. Ou il aurait pu faire le profil bas d'autres athlètes sponsorisés dont les noms ne sont pas sortis, qui prennent des millions de la part de Huawei. Donc du coup, c'est aussi son poids médiatique à lui qui fait que la décision fait événement parce qu'il a fait un acte. Et dire que c'est que la pression de la cancel culture, ce serait donner un pouvoir trop fort à ce qui est la réalité du phénomène dont on parle. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que dès qu'il n'y a pas entré dans les médias sur une polémique sur les réseaux sociaux, elle s'éteint aussi vite. Et on passe à une autre. Il faut qu'il y ait une entrée dans les médias. Et c'est souvent les espaces médiatiques qui offrent des polémiques sur les réseaux sociaux et qui les font grossir et qui les font dépasser le cadre du jour et de la semaine. Et c'est pas l'inverse. Donc, ceux qui disent que les réseaux sociaux vont faire disparaître la presse télévisée écrite, non. En fait, les deux s'alimentent et la presse télévisée donne du crédit aux réseaux sociaux quand elle reprend des éléments qui se passent sur les réseaux sociaux. C'est une sorte de validation et qui fait sortir du digital quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux et qui le rend plus concret pour tout le monde. Donc, il y en a un qui dépend quand même plus de l'autre. Des réactions sur, on va dire déjà, est-ce qu'on peut identifier des personnalités sportives qui ont pris la parole et qui se sont exprimées sur le sujet? Footballeur et... Rudy Gobert, c'est un basketteur, je crois. Exactement. Footballeur et basketteur français qui se sont exprimés sans, on va dire, sans langue de bois. Après, il y a eu des... je sais pas si ça va rentrer dans le... Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 4 suspensions des policiers, mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les policiers ont repris leurs fonctions et ont été... Je crois que ça a été, c'est bon, c'est fini, l'affaire est classée. Non, l'affaire n'est absolument pas finie, il y a beaucoup de rebondissements, les policiers ont été suspendus, il y a une enquête en cours. Là, ce qui s'est passé, c'est que derrière, il y a eu aussi une campagne négative avec des gens proches de la police ou même des policiers, vu que c'est des faux comptes Twitter, on ne sait pas,
qui ont fait fuiter le casier judiciaire de Michel Zecler. Oui, mais justement, le but c'est ça, c'est de discréditer, de dire, comme il a fait de la prison, on l'a peut-être pas frappé pour rien. C'est un angle de défense très faible, je vous le concède. Non, ça tient pas la route, mais ça crée de la polémique. Pas envers nous, mais voilà. Le fait que ça crée une polémique, ça montre déjà le fait de vouloir le frapper parce qu'il n'y a pas de masque. Déjà, en vrai, le masque, il faut se renseigner dessus sur ça. Donc pour moi, c'est pas une raison valable de frapper parce qu'il n'y a pas un masque. Même si on est en période de pandémie, même si on est en période de... On l'a pas dit, mais quand il mettait des coups, je le traitais de sale noir et pas sale non porteur de masque. Voilà. Et en plus de ça, le pire dans tout ça, c'est qu'indirectement, la personne qui se fait frapper demande la police. C'est là où on voit où on en est. C'est que le fait de se faire frapper par la police, nous-mêmes on demande la police. Ça veut dire que ça arrivait à un stade où on ne se rend même pas compte de la gravité des choses. Et déjà, le fait que pour moi ils sont pas en prison, c'est un truc de fou pour moi. Parce que là, il y a la vidéo, il y a tout. Donc déjà, je pense qu'en sens inverse, 4 personnes sur un policier, les 4 sont déjà en mandat de dépôt criminel en train de tourner bien comme il faut, tu vois. Et la discussion, ce serait plus, est-ce qu'il faut être plus dur sur les personnes qui s'attaquent aux personnes dépositaires de l'ordre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le préfet de Paris a dit que les policiers ont eu peur. Didier Lallemand a dit qu'ils l'ont tabassé à 4 parce qu'ils ont vu un homme pas masqué, ça les a effrayés, donc ils l'ont tabassé. Ce qu'il faudrait analyser dans cette affaire aussi, c'est finalement la réussite de la communication gouvernementale. Elle a marché. Parce que la version officielle, c'est celle des brebis galeuses. Or, quand on voit la scène, il y a 200 flics à l'extérieur. Et ils restent les bras croisés, tout est normal, quoi. Donc si c'était vraiment juste une minorité complètement qui n'est pas qui est représentative de rien, tous leurs collègues autour auraient essayé de les calmer. Or, tout le monde reste impassible. Il y a ça, et il y a un état de corruption manifeste qui est très peu évoqué quand on parle de cette affaire, c'est que les policiers, après avoir déposé plainte, ce qu'on peut estimer culotté au vu des images, ont eu un nombre d'ITT supérieur à celui de Michel Zecler. D'ITT par des médecins du travail, qui est supérieur à la victime, ce qui est totalement incroyable. Mais c'est pour dire, ça veut dire qu'il y a un circuit quand on est policier et des chemins qu'on peut emprunter quand on frappe quelqu'un pour direct donner du poids et se disculper de sa charge. C'est que sans vidéo, on a une certitude, c'est qu'il y a des policiers qui allaient avoir un ITT supérieur à la personne qu'ils incriminent, et donc devant la barre, pour Michel Zecler, ça aurait été sa parole contre des documents médicaux légaux qui montrent qu'il a blessé des policiers qui ont été arrêtés plus longtemps que lui. Question, en quoi cet événement a fait histoire dans le monde du football professionnel? Pas toujours la même personne, j'ai l'impression d'être un prof quand je dis ça. Pas toujours la même personne. Quelqu'un que je n'ai pas entendu. Je ne sais pas, à tout hasard, c'est parce qu'il y a solidarité des 2 équipes? Ouais, en fait, c'est la première fois de l'histoire du foot professionnel, et surtout en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un match de Ligue des Champions. C'est la compétition majeure, la plus importante, la plus rémunératrice, la plus difficile, et donc la plus suivie des compétitions de clubs dans le monde. Okay. Et donc du coup, là ce qui se passe, c'est qu'il y a eu souvent des polémiques de cris de singe dans les stades. D'accord ? En Italie, en Angleterre, en France, en Hongrie, en Roumanie, au Portugal, et il y a toujours eu des gros débats. D'accord ? Le débat, c'est est-ce qu'il faut arrêter le match, est-ce que le joueur doit sortir ou est-ce qu'il ne doit pas sortir ? Ok ? L'UEFA n'a jamais tranché, n'a jamais pris de décision forte. D'accord ? Et donc, il y avait un espèce de flou, et c'est arrivé, par exemple, qu'au Portugal, un joueur de foot noir se prenne des cris de singe, décide de sortir du terrain, et son coach le remplace. Et donc, c'est pas le match qui s'arrête, c'est le joueur qui estime que la situation est insupportable pour lui, sort, et qui le remplace pour rentrer un autre joueur de foot noir attaquant. Ok ? Donc, du coup, ça donne une situation peut-être même parfois ridicule. Et il y a déjà eu des polémiques aussi
Ou, par exemple, Moïse Kean, qui aujourd'hui joue au Paris Saint-Germain, mais qui a été formé à la Juventus, club phare en Italie, marque un but, fait une célébration et se prend des cris de singe. Et un de ses coéquipiers, qui est international italien et défenseur, dit « La responsabilité est à 50-50 ». Moïse Kean n'aurait pas dû provoquer le public et le public n'aurait pas dû faire des cris de singe. D'accord ? Et dans tous ces débats, dans toutes ces discussions, on ne voit pas très bien que font les ligues professionnelles et que fait l'UEFA. Okay ? Ça veut dire que le fantasme, en fait, ça relevait du niveau du fantasme, une espèce de grève collective où tout le monde sort du stade. D'accord ? Beaucoup de gens disaient que c'est ce qu'il fallait faire, mais ça n'a jamais été fait. Et encore moins, en fait, les gens attendaient que ce soit plutôt une directive de l'UEFA ou des ligues qui prennent cette décision. D'accord ? Là, en l'occurrence, ce qui se passe dans les faits, quand il y a ça, c'est qu'on identifie un supporter qui aurait fait des cris de singe. Il peut être banni de stade ou avoir une sanction ou payer une amende, ou le club peut payer une amende à la Ligue, d'accord ? Mais ça s'arrête là. Là, ce qui fait que c'est totalement différent, c'est que c'est un arbitre, donc quelqu'un qui perçoit de l'argent de la part de l'UEFA, qui a une parole déplacée. Et donc, à ce moment-là, ce sont les joueurs qui prennent une décision, et pas l'instance. Parce que là, on n'est plus il n'y a plus le truc de que va faire l'instance de foot, en fait. Là, ce qui se passe, c'est des joueurs qui disent collectivement, voilà ce que nous allons faire. Tu te mets pas à genoux. Tu mets pas un genou au sol, tu lèves le bras comme ça. C'est juste la posture, déjà, pour moi, elle n'est pas correcte. Ça montre déjà quelque chose. Pour moi, après, c'est personnel, hein, ça veut pas dire que j'ai raison, j'ai pas la science exacte, mais se mettre comme ça, c'est comme te rabaisser. La posture, comment t'es comme ça, tu te mets à genoux, pour moi, je te rabaisse. Donc, ouais. Le fait de faire ça et pour montrer ça, comme quoi je suis là pour Black Lives, ça va rien changer. Ben moi, au contraire, je trouve que la posture, le fait de se rabaisser, ben, ça a tout son sens. Par exemple, en Amérique, il y a des hommes, des femmes noires qui ont de la haine, de la souffrance, et de voir un policier blanc se mettre à genoux devant eux pour leur dire on comprend, on est avec vous, ben, moi je pense que ça aide. Alors moi, juste avant de parler du geste, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Sam au début par rapport à l'UEFA, etc. Ouais. Et je le rejoins entièrement par rapport au fait que c'est hypocrite. Mais moi, je vais aller un peu plus loin. En fait, moi, je trouve que l'UEFA est totalement hypocrite. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui organise tout ça. C'est elle qui prend des millions d'euros. Et c'est elle qui fait des campagnes de publicité. Des milliards. Voire des milliards, exactement. Voilà, j'ai été très gentil, c'est vrai. Et c'est elle qui fait des campagnes de publicité, c'est racisme tout le temps. Et qui ne prend jamais aucune décision face au racisme. Et finalement, c'est les joueurs eux-mêmes, contre l'avis de leur coach, contre l'avis des arbitres, contre l'avis de l'UEFA, parce qu'il me semble qu'il y avait un délégué de l'UEFA qui voulait reprendre. Je crois que même carrément ils avaient donné un horaire de on reprend à telle heure. Et en fin de compte, c'est les joueurs vraiment qui ont fait pression et qui ont dit on rejoue pas. Et en fin de compte, voilà, donc je rejoins complètement, ils sont hypocrites à fond. Ils font des campagnes de pub où ils demandent à tous les joueurs de venir et de faire say no au racisme dans toutes leurs langues, etc. etc. Mais ils font jamais rien pour... Enfin, il n'y a aucune action réelle, concrète et assumée de l'UEFA contre le racisme. On peut effectivement parler de la part de l'UEFA de communication de façade et avec aucune décision radicale, forte ou de volonté manifeste avec les moyens qu'ils ont et les pouvoirs de sanction qu'ils ont d'éradication de paroles, de gestes racistes dans les stades, dans des espaces où la diffusion se fait partout dans la planète. Ça, c'est quelque chose, effectivement. Et donc, du coup, est-ce que pour vous, c'est un épiphénomène, quelque chose de très particulier, ou est-ce que ça va donner des idées à l'avenir ? Ça, c'est une disserte. Il n'y a pas de réponse. Je pense que ça va donner des idées à l'avenir, parce que, par exemple, en Formule 1, ils le font. Pas tous, il y en a qui restent debout, mais la plupart des pilotes le font. Après, tu as le basket, après, tu as le foot, et je pense que ça va s'étendre sur plus de sports. Même aux manifestations, le geste est repris.
Enfin, on parle d'un moment où ce geste était banni avec le genre de football américain, si je me souviens bien. Colin Kaepernick. Voilà, qui a été viré carrément. C'était la fin de sa carrière après ce geste. Aujourd'hui, tu as des gens qui prennent ce risque et le font face caméra. Donc, je pense que ça va s'étendre de plus en plus. Moi. Alors, je suis obligé de te couper parce qu'elle a donné une trop bonne transition pour C'est ça, mais vidéo. je voulais répondre. Du coup, tu vas garder ce que tu as en tête et on va balancer la vidéo parce que la transition elle est trop fluide. Et ce qu'il faut savoir, si vous mettez cet extrait-là, parce que c'est important de savoir qu'au moment de la mort de George Floyd, il s'est passé quelque chose de sans précédent dans la ligue de basket, c'est qu'il y a eu un arrêt total des compétitions. Et là, on ne parle pas des milliards de fois perdus et de la ligue de basket qui n'est clairement pas pour et qui s'y attend absolument pas, mais la saison va être perturbée, différée, parce que les joueurs vont dire non, on ne peut plus laisser passer ça, on fait grève. Et ils reprennent collectivement le geste, ce qu'on appelle le take a knee, et il y a une figure qui s'impose parmi les basketteurs, c'est LeBron James, qui est un peu le basketteur incontournable, que des gens comparent à Michael Jordan, à tort ou à raison, même si les époques, etc. Bref, mais voilà, lui c'est une figure majeure et il va se faire entendre. Et les joueurs de basket vont se faire entendre et il va y avoir quand même un arrêt total des compétitions par rapport à ce qu'on peut appeler, dans les rubriques journalistiques, un fait divers qui se reproduit souvent aux États-Unis, certes, mais qui aurait pu ne pas avoir un tel retentissement. Mais là, ça amène à un arrêt de compétition, et donc à des milliards de dollars, de perdus. Du coup, ça nous donne l'occasion de revenir quand même sur ce geste. D'accord ? Parce que là, il y avait un débat qui s'était amorcé. Il y avait un avis qui disait que c'était un geste, on peut dire, dégradant, humiliant, et qui n'était pas forcément opérant. Et j'aimerais avoir votre avis dessus. Fort de tout ce qu'on vient de visionner, bien sûr. Ouais. Moi, je pense qu'au fur et à mesure des années, voire des siècles, il a évolué et changé de signification. Parce qu'au départ, j'avais lu qu'à l'époque de Martin Luther King, par exemple, c'était reprendre les prières, par exemple. Un geste de prière. Et là, avec George Floyd, il a été tué par ce geste un peu. C'est un policier qui lui met son genou sur le cou. Et du coup, reprendre ce... Et lui qui n'arrive pas à respirer. Ouais. Et parler de la vidéo. Et donc, du coup, ça reprend tout son sens. Ça fait un espèce de... Comment on dit ? De ricochet. Je sais pas comment expliquer ça. Et qui fait que c'est comme ça que tu as tué l'un des nôtres, mais c'est comme ça qu'on va te tenir responsable, etc. etc. quoi. Dans le foot féminin, une des meilleures sélections, en concurrence avec le Brésil notamment, ce sont les États-Unis. Donc les victoires américaines aux États-Unis retentissantes, ce sont les femmes qui les font. Et pourtant, leurs primes et leurs salaires sont bien inférieurs aux primes des hommes qui ne contribuent pas au rayonnement des États-Unis, en tout cas dans le football. On a un peu dépassé l'heure, mais s'il y a des réactions, on les prend, ou sinon on peut se quitter sur ça, comme vous le souhaitez. Mais voilà, l'idée, c'était de vous montrer un peu le panel des sujets d'engagement. On aurait pu aussi parler de Marcus Rashford, qui est un joueur de foot de Manchester United en Angleterre, et qui mène un gros combat contre la faim, qui a poussé même le gouvernement à se retrousser les manches tellement il avait du poids. Mais voilà, le but, c'est que vous voyez l'éventail des combats qui sont menés dans les stades, en dehors des stades, à côté des stades, autour des stades, sur les différents sujets. Et qu'aujourd'hui, en fait, le sport, c'est un outil d'éducation populaire, en fait. Et donc, c'est un endroit propice à faire passer des messages et à éduquer un public qui se réunit en masse physiquement avant le contexte épidémique, mais au moins à la télévision, pour suivre des événements. Et qu'il y a des vies et des histoires et des parcours à côté de ça, et que ça peut être dans des endroits pour faire bouger la société, et la classe politique, et ainsi de suite.
Voilà un peu l'idée de la séance. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses. Ça, c'est toujours un plaisir. C'était les décryptages de Bala. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.